Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'Alephium. Bonjour. On va s'appuyer sur leur dernière mise à jour communautaire. C'est un document assez dense qui couvre un peu tout, de la technique pure à la vie de l'écosystème. Hmm. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce texte pour en extraire l'essentiel et comprendre où va le projet. Et c'est une excellente idée, parce que ce genre de mise à jour, c'est un vrai test de crédibilité. C'est ça. Dans la crypto, où on entend beaucoup de promesses, la transparence, surtout quand elle est régulière comme ça, c'est plus qu'une bonne pratique. C'est un signal de santé du projet. Alors, attaquons directement avec ce qu'ils appellent la core d'app. Le cœur du réacteur, quoi. Oui, La source nous dit que l'équipe front-end, Ilias et Mika, est sur deux fronts en même temps. Une version intermédiaire pour le testnet, d'accord. et en parallèle, ils bossent sur le design final pour le mainnet. Honnêtement, ma première réaction, c'est de me dire deux versions en même temps, c'est pas une perte d'énergie. C'est une question légitime, mais c'est justement là que se cache, je trouve, une approche très mature de la gestion de produits. Ah oui, Pensez-y, la version testnet, c'est leur laboratoire. Ils peuvent la sortir vite, la confronter à de vrais utilisateurs et surtout recueillir des retours hyper précieux sur l'ergonomie, les bugs. sans risquer les fonds de qui que ce soit. Exactement. C'est le move fast and break things, mais dans un bac à sable. Et pendant ce temps, ils prennent le temps de polir la version finale, la vitrine. C'est le contraire d'une perte de temps, c'est une assurance qualité en continu. D'accord, je vois. Une stratégie à double détente en quelque sorte. Et pour suivre ça, ils ont une feuille de route publique sur leur site, alephium.org, roadmap, Mhm. avec une mise à jour chaque semaine. Bon, ça pour le coup, c'est assez classique. C'est classique, mais c'est indispensable. C'est un contrat de responsabilité, en fait. C'est-à-dire, À partir du moment où c'est public et mis à jour si souvent, l'équipe ne peut plus se cacher. C'est un engagement public à livrer. Pour la communauté, ça permet de passer de la confiance aveugle à la confiance. Vérifiable. On ne croit plus aux promesses, on suit les preuves. dans cette même logique d'organisation, il y a un autre détail qui m'a interpellé. Allez-y. Ils déplacent leur mise à jour des développeurs du lundi au vendredi. La raison qu'ils donnent, c'est que tout le monde est focus sur la core d'app et qu'un rapport en fin de semaine a plus de sens. D'accord. Je comprends l'idée du bilan, mais est-ce que ça ne laisse pas la communauté un peu dans le flou toute la semaine? C'est un arbitrage, et vous mettez le doigt dessus. D'un côté, oui, on perd la vision sur les intentions de la semaine. Voilà, Mais de l'autre, ce qu'on gagne est, à mon avis, bien plus précieux. Un rapport sur les réalisations. Un rapport le lundi, ça peut vite devenir une liste de vœux pieux, quoi. une to-do list. C'est ça. Alors qu'un rapport le vendredi, c'est factuel. C'est un bilan concret de ce qui a été fait. Pour un observateur qui veut juger de la capacité d'exécution, c'est une info beaucoup plus riche. Il communique sur le fait plutôt que sur le prévu. C'est bien vu. Bon, toute cette rigueur technique, ça ne sert à rien si personne n'est là pour s'en servir. Ce qui nous amène à la communauté. Logique. Et justement, la source explique qu'Alephium change de braquet. Ils lancent des specs sur X, mais au lieu de parler d'eux, ils veulent mettre en avant les projets et les gens de leur propre écosystème. Hmm. N'est-ce pas un peu insulaire comme approche? On ne risque pas de prêcher qu'à des convertis? C'est une étape clé dans la vie d'un projet, je pense. Au début, il faut crier sur tous les toits. Donc on fait du marketing vers l'extérieur. C'est la phase d'acquisition. D'accord? Mais une fois qu'une communauté est là, le défi change. Il faut la retenir, la souder. En braquant les projecteurs vers l'intérieur, ils ne s'isolent pas. Au contraire, ils construisent une culture. Ils disent à leurs développeurs « ce que vous faites ici a de la valeur ». Ça transforme une base d'utilisateurs en un écosystème qui se sent valorisé. Et cette présence ne sera pas que virtuelle. Ils seront à deux événements très différents. Ah oui, Crypto XR à Auxerre, en France, et Block Mountain à Chiang Mai, en Thaïlande. Auxerre et Chiang Mai, c'est le grand écart. Quelle est la logique? la logique, c'est la segmentation. Crypto XR à Auxerre, c'est probablement un événement plus local, peut-être plus grand public. C'est une stratégie d'ancrage. Pour solidifier la base francophone. Voilà. Et Block Mountain, c'est tout autre chose. C'est un festival crypto en Asie, un pôle d'innovation, avec une culture degen, des développeurs pointus. Ils ne parlent pas aux mêmes personnes. D'un côté, ils consolident, de l'autre, ils explorent. C'est très équilibré. Et pour finir sur la communauté, il lance un appel à contributeurs pour la Alephium Gazette, un média géré par la communauté elle-même. Via leur DAO, oui. L'idée est séduisante, très Web3, mais un média géré par les fans, est-ce que ça ne risque pas de devenir une chambre d'écho un peu complaisante? Le risque est absolument réel.
C'est tout l'enjeu de la gouvernance décentralisée, en fait. C'est un pari. Le pari que... Le pari que l'intelligence collective de la communauté peut produire une info plus authentique que la communication d'entreprise, même si elle est moins lisse. Ça donne un sentiment d'appropriation, d'ownership, qui est très puissant. Ce n'est plus le projet, c'est notre projet. Très clair. Et cette idée d'appropriation, on la voit dans les applications qui se construisent sur la plateforme. Justement, on a des nouvelles de Lynx, un protocole de prêt, qui a presque fini son audit. Et la source insiste sur un retour excellent, 0 bug. Alors, ça a l'air bien, mais est-ce que c'est si exceptionnel? Exceptionnel, c'est le mot. Il faut bien comprendre le contexte. On parle de finances décentralisées, un domaine où des milliards ont été perdus à cause de failles de code. C'est vrai. La plupart des audits remontent des listes de problèmes, même mineurs. Un audit qui revient avec un verdict RAS, 0 bug, sur un système aussi complexe qu'un protocole de prêt, c'est rarissime. Ça envoie un message très très fort sur la qualité du code et le sérieux du projet. D'accord. Et là, on arrive à un point qui m'a vraiment fait tiquer. Je vous écoute? Le projet AlfX, une figure d'écosystème, change de nom pour Megabanks et surtout annonce une stratégie multi-chaîne. Ils vont se déployer sur d'autres blockchains comme Monad. Tout en gardant Alephium comme une de leurs maisons principales, c'est ça. Exactement. Et honnêtement, ma première réaction, c'est de me dire, ils abandonnent le navire. C'est pas un très mauvais signal, ça, hein? C'est une réaction tout à fait normale, et c'est le premier niveau de lecture. Ça peut ressembler à une fuite, oui. Bah oui. Mais si on analyse la dynamique des écosystèmes, c'est tout le contraire. Imaginez une université qui forme un étudiant brillant. Si cet étudiant part faire son doctorat à Harvard, est-ce que c'est un échec pour l'université? Non, au contraire, c'est une validation. C'est pareil ici. Un projet né sur Alephium est maintenant assez mature pour aller se mesurer à d'autres. En devenant multichaîne, il ne se dilue pas, il se renforce. Il va chercher des utilisateurs, de la liquidité. De la visibilité. Exactement. Et chaque succès rejaillit sur son écosystème d'origine. C'est une tête de pont. C'est la preuve qu'Alephium peut produire des projets de calibre international. Ah oui, vu sous l'angle de l'étudiant qui part à Harvard, ça change complètement la perspective. C'est contre-intuitif, mais... Et logique. Et bien sûr, pour aller sur d'autres chaînes, il faut ces fameux ponts, les bridges. La source les décrit comme un tunnel sécurisé entre deux îles. Ça paraît simple, mais mon radar à problème s'allume tout de suite. Et il a raison de s'allumer. J'ai l'impression que 90% des hacks massifs, ça concerne les ponts. C'est le talon d'Achille de l'industrie, absolument. On parle de milliards de dollars volés via les bridges. C'est l'un des problèmes les plus dangereux de l'ingénierie blockchain. Justement, quelle est leur approche? La source mentionne 3 piliers. Base sécurisée, architecture simple, interface utilisateur améliorée. Bon, c'est ce que tout le monde dit, non? C'est vrai, mais le détail le plus concret, et à mon avis le plus intelligent, ce n'est pas ça. C'est le fait que leur bridge est un fork de Wormhole. Un fork de Wormhole. Attendez, ça veut dire qu'ils ne construisent pas leur propre technologie. N'est-ce pas un peu facile ou même risqué? C'est une pure décision stratégique de gestion du risque. Réinventer la roue sur un sujet aussi critique qu'un bridge, c'est une folie pour une équipe de taille raisonnable. D'accord. Wormhole, malgré ses problèmes passés, est aujourd'hui l'une des architectures de pont les plus scrutées et auditées au monde. Des centaines d'experts l'ont analysé. En le forquant, l'équipe d'Alephium ne part pas de zéro, Il s'appuie sur une base qui a déjà été testée. qui a survécu à l'épreuve du feu. C'est comme construire une forteresse en utilisant les plans d'un château qui a résisté à 1000 sièges. C'est pragmatique et ça privilégie la sécurité éprouvée à l'innovation hasardeuse. C'est beaucoup plus clair. Pour l'instant, ils ont deux ponts, vers Ethereum et la BNB Chain. Et la source est très claire, pas de nouveaux ponts à court terme. La priorité, c'est la core d'app. Absolument. Et ça boucle la boucle avec notre toute première discussion sur le focus et la discipline. Ils pourraient céder à la tentation de construire des ponts partout pour faire des belles annonces. Mais ils résistent. Ils restent concentrés. Voilà. C'est la confirmation de leur stratégie. D'abord, livrer un produit central irréprochable. En parlant de sécurité, on va aborder le dernier point, qui est peut-être le plus important. C'est un avertissement très grave sur une arnaque Telegram. Oui, on passe de la sécurité du protocole à la sécurité de l'utilisateur. Et le niveau de sophistication de cette arnaque est glaçant. Les escrocs n'ont pas juste créé un faux groupe. Non. Ils ont cloné le groupe officiel, les profils des administrateurs, des membres de l'équipe et même le bot de modération, Rose. C'est incroyable! Ils ont un faux site avec un soi-disant chatbot IA, qui est en fait géré par des humains pour mettre en confiance, et le but, c'est de faire télécharger un logiciel qui vide le portefeuille.
Ce qui est terrifiant ici, c'est l'ingénierie sociale. La source précise une chose qui en dit long, l'arnaque était si bien faite qu'elle a failli tromper des membres de l'équipe eux-mêmes. C'est dire le niveau. Et un autre chiffre hallucinant, le faux groupe a plus de membres, en fait des milliers de bots, que le vrai groupe. C'est une opération planifiée, financée, quasi militaire. Le message à retenir est donc d'une simplicité cruciale. La seule et unique adresse du groupe officiel est t.me/Alefium Group. Il faut être paranoïaque? La paranoïa est une compétence de survie dans cet espace, c'est exactement ça. Absolument. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a le portrait d'un projet en pleine construction, la tête dans le guidon, tout en gérant activement la croissance de sa communauté et en faisant face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Exactement. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Ce que décrivent ces sources, c'est cet équilibre constant entre leur renforcement interne, le code, la communauté, et l'expansion externe, les dApps qui deviennent multichaînes, les événements. C'est un vrai numéro d'équilibriste, hein? Tout à fait. Et ça soulève une question plus vaste, qui dépasse Alefium. On a beaucoup parlé d'attirer des utilisateurs, puis de les retenir, mais ce qu'on observe ici, c'est peut-être le début d'une troisième phase. Laquelle? À quel moment un écosystème cesse-t-il d'être un projet avec des utilisateurs pour devenir une véritable économie numérique autosuffisante? Un lieu où la valeur n'est plus seulement importée, mais où elle est créée, cultivée et exportée organiquement par des projets comme Megabanks. C'est peut-être ça le véritable test de maturité qui les attend.